Eh bien, nous allons commencer notre journée, nos discussions, avec quelqu'un qui m'est très cher, qui est Philippe Grégoire, et que j'ai rencontré pendant la campagne présidentielle. On s'est croisés à Nantes, on a discuté, et puis là a commencé une histoire d'amour intellectuelle. Philippe Grégoire est agriculteur. Il est fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. C'est quelqu'un du terroir, il est éleveur, donc il connaît très très bien le monde agricole, son évolution, la situation difficile dans laquelle il est, et il va nous en parler. Alors Philippe, tu es également co-président du SAMU social agricole. On en parlera aussi, donc une organisation qui vient en aide à ceux qui sont en difficulté et qui touchent le fond. Et malheureusement, il y en a beaucoup, puisqu'on est à 2 suicides d'agriculteurs par jour. Donc beaucoup plus de tentatives, j'imagine. Et donc tu vas nous expliquer un peu les méfaits de la mondialisation sur le modèle agricole français, et puis donner peut-être quelques pistes sur l'avenir pour que les choses s'améliorent. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ta famille et au travers de ta famille, l'évolution de ce monde agricole que tu connais si bien? Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir ici à Paris, merci à Georges, merci à toute l'équipe de République Souveraine qui effectivement j'avais rencontré à Nantes avant le début de la campagne présidentielle. Je sortais d'un rendez-vous avec Nicolas Dupont-Aignan et après j'ai embrayé et c'est là qu'on s'est vu pour la première fois. On s'était contacté au téléphone avant. Donc au niveau de notre mouvement, parce que si j'en parle pas au début, je vais oublier. Oui, on a un mouvement qui s'appelle le SAMU social agricole national. Alors il est né dans le 32, c'est sur les affiches à l'entrée là où on a des gens qui sont adhérents, bon bien sûr agriculteurs, mais on a aussi des gens qui font des dons. C'est un monsieur qui s'appelle Guy Serres, qui était juriste de métier et qui a repris la ferme de ses parents. Et lorsqu'il a été à la retraite, même un peu avant d'être à la retraite, il a repris sa casquette de juriste. Et en 2000, il a monté le SAMU social agricole 32, donc dans le Gers. Puis on l'a étendu au plan national. Alors il y a Michel Bini, là-bas dans le Gers, qui a beaucoup participé, Pierre Lafitte. Il n'était pas tout seul, hein. Mais au départ, l'instigateur, c'était Guy Serres, quelqu'un qui était juriste de métier. Et donc le SAMU social agricole, eh ben, on vit par les cotisations. On a 1 ou 2 subventions des fois du Conseil général dans certains départements, mais sinon on n'a pas de financement public, contrairement au réseau Chambre d'agriculture où ils ont des commissions agriculteurs en difficulté, quoi. Mais c'est la galère au quotidien. Le téléphone, j'évite de donner mon numéro de téléphone parce que comme il y a beaucoup de misère, surtout dans l'élevage, ça sonne en permanence. Et souvent, les gens, ils nous appellent, mais ils nous appellent beaucoup trop tard. Parce que nous, après, on a un réseau d'avocats sur la France, avec qui on travaille évidemment, hein. On a un réseau de juristes, on a un réseau de comptables, parce que souvent c'est ça, hein, les intervenants, nous faut soit des avocats si c'est trop loin, rendu trop loin, soit des juristes, soit des comptables. Et puis après, on est en relation avec les services de l'État et tout, parce que des fois, les déclarations ne sont pas faites, il n'y a plus de comptabilité, les gens sont en burn-out, en fait. Hein. Voilà, tout simplement, hein, pour des raisons économiques. Hein. C'est très, très facile à comprendre. Seulement, souvent, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils appellent beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Et alors, comment ils en sont arrivés là, ceux qui sont dans la difficulté? Quel est le chemin qui a amené à ce que tant d'agriculteurs soient dans une si grande difficulté? Eh ben, le chemin, puisque je vais développer après l'organigramme qui nous a conduit, je dirais, je vais partir d'après-guerre de 1945 à arriver aujourd'hui en 2023. Pour schématiser déjà, pour bien que vous compreniez ce qui s'est passé, moi, mon grand-père, il a arrêté d'exploiter en 1953. Il a élevé une famille de 5 enfants avec 5 hectares de terre et 5 vaches. Mon père a repris la suite en 1953. Il a arrêté en 1988. Moi, j'ai pris le 1er janvier 1988. Il a élevé sa famille avec 30 vaches laitières. Ma mère ne travaillait pas à l'extérieur, hein, avec 30 vaches laitières
Et il a fait un petit pot de tabac brun, il avait la moitié d'un hectare de tabac, et il avait un salarié. Imaginez-vous, il avait un salarié. Hein, pas toujours à temps plein, mais il l'avait 3 jours par semaine. Hein, et il exploitait 38 hectares de terre, 30 vaches laitières. Il a élevé sa famille, on était 5 enfants. Je suis le dernier de la famille, moi. Tous mes frères et sœurs sont à la retraite. J'étais le plus jeune. Et donc, moi, j'ai repris en 1988. J'exploite plus d'une centaine d'hectares. Alors, c'est sûr, c'est pas les terres de Marne-la-Vallée, mais ceci n'explique pas tout. Et ben moi, je vais peut-être réussir à faire crever ma famille. Ouais, effectivement. Je suis passé en bio en 2015 parce que, bon, comme on est assommé par le modèle productiviste dans lequel on nous a entraînés, je suis passé en bio. Malheureusement, les gouvernements nous ont supprimé une partie des aides bio. Donc ça ne s'est pas passé dans de bonnes conditions. Mais effectivement, avec des gains de productivité d'après-guerre multipliés par 30, parce que par rapport à mon grand-père qui avait 5 vaches qui faisaient que du lait, moi à une époque, j'ai monté à 100 vaches laitières. J'avais un salarié à plein temps, donc on était 3 avec mon épouse. J'ai pas gardé mon salarié, j'ai préféré baisser ma production et passer en bio. Parce que le problème, c'est qu'on est dans un cirque infernal, mais ça, je vais vous l'expliquer après. Alors, qu'est-ce qui a conditionné le modèle agricole ? 1945, sortie de la guerre, il faut reconstruire le pays. Donc là, il y a la création de la CGA, Confédération Générale de l'Agriculture, dans lequel vous retrouvez, au départ, il n'y avait qu'un syndicat, donc le syndicat agricole de l'époque, qui ne s'appelait pas encore FNSEA, en 1945. Il y avait le regroupement des mutuelles agricoles, qui s'appelle aujourd'hui la Mutualité Sociale Agricole, qui est notre régime de sécurité sociale à nous. Et puis, il y avait ce qui s'appelle aujourd'hui Groupama, mais ça ne s'appelait pas Groupama à l'époque, et avec le Crédit Agricole. Donc, ça a démarré comme ça, après-guerre, en 1945. Et tout de suite, en 1946, la FNSEA s'est détachée de la CGA et elle a créé sa structure à côté, syndicat FNSEA. Voilà. Ensuite, je vais aller jusqu'en 1959. En 1959, la FNSEA a créé une branche européenne des syndicats. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, vous avez une FNSEA. Vous en avez en Hollande, en Allemagne, partout. En Italie, en Belgique, partout. Mais déjà, parce qu'on a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952, donc on nous demandait de produire en fait. On nous a dit, réfléchissez pas, on s'occupe de tout, vous allez produire. Les paysans, de toute façon, il ne fallait pas qu'ils aillent en formation. C'est encore vrai ce que je vous dis. Il ne faut pas qu'on fasse de grandes formations. Mon fils est à l'école d'ingénieur, c'est pas bien ça. Il ne faut pas qu'on aille à l'école d'ingénieur. Il ne faut pas s'instruire, les paysans. Il faut travailler. Ce qui est important, c'est travailler. Surtout travailler. Le reste, on va s'en occuper. Produisez, nous, on va commercialiser vos produits. C'est encore vrai aujourd'hui, ce que je vous dis. Et donc, ne réfléchissez pas à travailler. Hein, ne réfléchissez pas, surtout travailler. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le monde agricole, le travail, ça va même jusqu'à la débilité, parce que même avec des bras cassés, on va traire les vaches, on va sur les tracteurs, enfin, ça a pris des proportions, je vous en parlais après. Donc, en 1959, il y a déjà des gens qui se sont réveillés, pourtant on n'était qu'au début, parce que c'est à partir des années 60 qu'on est parti tranquillement sur le modèle libéral, hein, crescendo, hein, ça montait pas du jour au lendemain. Mais en 59, en même temps que la FNSEA créait des branches dans toute l'Europe, il y a Jean-Baptiste Doumingue, le milliardaire rouge, qui a créé le MODEF. Donc c'était une branche du Parti communiste, on va dire. Donc il y a un syndicat qui a fait scission, un peu comme les syndicats ouvriers, vous savez, où il y avait la grande CGT. On a eu une première scission en 59. Donc ensuite, 59, les années 60, c'est la politique agricole commune, avec Edgar Pisani, qui a été ministre de l'Agriculture, qui était de mon département, qui avait un vignoble dans mon département. Ensuite, on va arriver en 1963. Ça, c'est une date clé, 1963. Les céréaliers de la FNSEA ont créé un fonds d'investissement qui s'appelle Unigrain. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, les prix étaient encore basés sur l'inflation. Donc, il y a de grandes disparités dans le monde agricole. Il faut que je vous le dise tout de suite, si vous voulez arriver à comprendre. Il y a 285 000 exploitations agricoles à peu près au 1er janvier 2023. Parce que les statistiques ne sont pas sorties. Moi, les chiffres que je vous donne, c'est l'INSEE et la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Et j'ai quelqu'un au SAMU
qui est à la retraite, qui est une tête, qui travaille en direct avec toutes les statistiques de la MSA et de l'INSEE. Il travaille en permanence avec l'INSEE et la MSA. Donc le soir, on se fait des points. C'est pour ça que je peux vous donner avec précision les chiffres. Donc environ 285 000 exploitations agricoles au 1er janvier, là. Et faut rajouter environ 100 000 de plus, si vous voulez, le nombre d'exploitants, parce qu'évidemment, il y a des associés, voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que sur l'agriculture, grande divergence, il y a environ 70 000 paysans qui gagnent plus de 2 500 € mensuels, je vous dirais même plus de 3 000 € mensuels. C'est une catégorie qui existe, hein, mais il faut bien la différencier du reste. C'est les grands céréaliers, surtout des bassins parisiens ou des plaines de Caen, et une partie de la viticulture. Ça, c'est un peu une case à part. Alors, pas tous les viticulteurs, hein. Il y a des viticulteurs qui sont en coopérative, qui ne sont pas des gens aisés. Et dans les céréaliers, il y a 3 catégories. Il y a les céréaliers comme moi, qui peuvent faire un peu de céréales, parce que je suis éleveur, mais je fais des céréales pour les donner aux animaux. Après, il y a une autre catégorie de céréaliers que j'appelle les céréaliers en zone intermédiaire. C'est-à-dire c'est des gens qui étaient éleveurs, mais qui ont fait faillite en élevage. Comme l'élevage s'est effondré, ils ont décapitalisé, ils ont vendu le cheptel et ils sont partis en céréales. Parce que c'est sûr, évidemment, c'est, on va dire, 10 fois moins de travail. Et encore, je suis modeste en disant ça, parce que là, je suis devant vous, j'ai mon voisin qui est en train d'aider ma femme à faire le travail, là, en ce moment, j'ai pris des nouvelles tout à l'heure, justement. Avec du vivant, des animaux, c'est 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Faut de l'eau, faut de l'électricité, faut surveiller que les vaches vont bien véler, faut surveiller les petits veaux, celui qui a des canards, c'est pareil, celui qui a des cochons, c'est pareil, c'est du vivant. Et avec du vivant, c'est une permanence, c'est du 80 heures semaine. On évite de se lever la nuit, on essaye de mettre des caméras maintenant, mais c'est du 80 heures semaine, quoi. Faut être réaliste. Et le dimanche est un jour comme un autre, hein. Le jour de Noël est un jour comme un autre, hein. On peut tomber en panne ce jour-là, Alors maintenant, on est obligé d'avoir double matériel, parce qu'on peut plus se faire dépanner le week-end, donc on est obligé d'être en double équipement pour pouvoir arriver à nourrir nos animaux, par exemple le jour de Noël. Donc, je termine les céréaliers, 3 catégories. Ceux qui sont éleveurs, en zone intermédiaire, et puis après les vrais céréaliers qui ont des potentiels de terre. Ceux qui sont en zone intermédiaire, justement, il y en a en difficulté, parce qu'ils ont fait des céréales, mais dans des terres qui n'étaient pas céréales. Ils ont abandonné l'élevage, parce que l'élevage est en galère. Donc les céréaliers, il y en a environ 90 000. Les éleveurs, il y en a 200 000. Et puis après, vous avez 100 000 encore agriculteurs. Vous avez 50 000 qui font la viticulture et 50 000 fruits et légumes et assimilés. Hein. Alors, 1963, création d'Unigrain, le fonds d'investissement des céréaliers. Alors, ils ont mis, comme il avait les moyens, sur les livraisons de blé, ils ont créé une plateforme de financement avec le Crédit Agricole et la Banque publique d'investissement, et ils ont investi à travers le monde, ils financent 1000 entreprises. Ils ont 800 millions d'euros de fonds propres. Il y a 1 milliard d'euros qui circulent en permanence sur la planète. Donc Unigrain, peut-être que ça ne va pas vous parler. Unigrain, les brioches paquets, c'est le groupe Bouvard, c'est Unigrain. Si vous mangez des glaces, la société L'Angélis en Charente-Maritime, c'est financement Unigrain. La boulangerie industrielle dans le monde a été reprise par Unigrain à la famille Vindel, où était Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF. La famille Vindel, c'est une riche famille industrielle du nord de la France, de l'industrie de l'acier. Hein. Et donc Unigrain, c'est une entreprise, c'est une multinationale tentaculaire qui met de l'argent. Alors ils mettent de 1 million à 100 millions d'euros de participation dans toutes les sociétés stratégiques. Donc dans toutes nos coopératives. Alors c'est au Brésil, ils sont présents au Brésil, en Italie, sur tous les continents, hein. Vous allez voir sur Internet. Donc c'est ça alors c'est dirigé par des gens de la FNSEA évidemment. C'est ça qui a conditionné dès le départ déjà l'orientation d'un modèle de libre-échange sans régulation à tout va. Ensuite 1963, je passe à 1983. 1983, il y a eu avant un embargo américain dans les années 78, ils ont eu quelques sécheresses.
Et puis, il y a eu des tensions sur le marché international et ils ont fait de la spéculation sur la protéine, sur le soja. Et le gouvernement de l'époque a demandé à la FNSEA de prévoir un plan protéine, ce qui était une bonne idée, hein, pour qu'on ait plus d'autonomie, quoi. Donc la FNSEA a créé un plan protéine qui s'appelait le groupe Sophie Protéol, créé par Jean-Claude Sabin, qui a été repris ensuite par Xavier Belin, qui était plus connu. Et ce groupe-là, aujourd'hui, oui, s'appelle bien le groupe Avril. Donc c'est pareil, ils ont des plateformes à travers le monde. Ils sont leaders dans les huiles, ils ont toutes les marques des huiles. Ils sont leaders dans la fabrication des aliments du bétail. Ils ont racheté un privé, le groupe Sanders. Donc si vous voulez, ces multinationales-là, déjà les deux premières, que ça soit Unigrain ou le groupe Avril, c'est incontournable. Le groupe Avril, c'est aussi les agrocarburants. Ils ont fait des accords, notamment avec le gouvernement Juppé. C'est vous qui avez payé à travers vos impôts. Il y a à peu près 1 milliard de subventions qui est tombé chez le groupe Avril. En fait, c'était une fiscalité particulière pour aider à faire les biocarburants, à avoir de l'autonomie. Hein. Mais le problème de ces multinationales-là, elles ont fait un travail remarquable, mais le problème, c'est que ça s'est retourné contre le producteur, parce que c'est devenu des oligopoles. Donc ensuite, de 83, je vais passer après à InVivo. InVivo en 2001. Alors avant, on avait eu le traité de Maastricht en 92. Les traités européens ne nous ont surtout pas rendu service. Le libre-échange nous a surtout pas rendu service. Je ne l'appelle plus Maastricht, moi. Je l'appelle, comme Jean-Pierre Chevènement, je l'appelle Maastricht, parce qu'on a pris le coup de trick. Donc en 2001, création d'InVivo. Alors InVivo, pareil, InVivo, c'est sur le plan international. Aujourd'hui, ils sont rendus au sommet de Davos. À travers la French Tech, il y a beaucoup de start-up. Alors InVivo, pour que ça vous parle un peu, vous achetez chez InVivo, tous parmi vous ici dans la salle, mais c'est des holdings. Alors il y a beaucoup de sociétés, donc vous n'allez pas voir InVivo quand vous allez rentrer dans le magasin. C'est les magasins Gamme Vert, c'est les magasins Delbar, c'est Café de Paris. C'est aujourd'hui, la dernière en date, quand vous allez rentrer dans les magasins Frais d'ici, tous les magasins Frais d'ici, Grand Frais d'ici, c'est InVivo. Ils ont fait un attelage avec financier, donc c'est la FNSEA InVivo. Hein. Ils ont fait un montage financier avec Xavier Niel, Alexandre Zouhari, que vous connaissez peut-être pas, qui a 45% de la marque des magasins Picard surgelé. Et il y a Mathieu Pigasse aussi. Donc Mathieu Pigasse, Alexandre Zouhari, Xavier Niel et notre président d'InVivo actuel, qui est Philippe Mangin, qui est agriculteur, enfin il n'est plus agriculteur, mais qui est agriculteur en Moselle, et qui est passé par le CNJA, qui a de multiples mandats. Donc on a fait comme ça des regroupements pour, en fait, ils ont toutes les plateformes de vente. Toutes les plateformes de vente sont tenues par... Alors, il y a également, faut pas que j'oublie de vous parler du HCCA, le Haut Conseil de la coopération agricole, le gouvernement, c'est gouvernement de droite à l'époque, en 2006-2007, François Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture, ancien président de la FNSEA, a voulu faire un Haut Conseil de la coopération agricole pour encadrer nos coopératives. Hein ? Et donc, il a été missionné par l'État. Et dans son Haut Conseil de la coopération agricole, il n'y a pas que des agriculteurs qui sont des présidents de coopératives. Il y avait également Henri Nallet, qui était ancien ministre de l'Agriculture. Et on peut retrouver, par exemple, moi, quand j'ai été négocié au ministère de l'Agriculture, j'ai fait un mandat, un bout de mandat avec Bruno Le Maire. Et puis après, j'en ai fait un entier avec Stéphane Le Foll. Et après, quand est arrivé Emmanuel Macron, comme nous, on y allait en tant qu'indépendants, il n'aime pas les indépendants. Audrey Bourrouleau, qui est aujourd'hui à Hectare avec Xavier Niel, Audrey Bourrouleau m'a viré. Donc, j'ai pas pu rester comme indépendant au ministère. Mais le HCCA, on retrouve également des médiateurs là-dedans. C'est-à-dire que quand on allait négocier avec nos industriels et qu'il y avait des divergences entre nous, le gouvernement nommait un médiateur
pour nous séparer des conflits entre nous et nos acheteurs, c'est-à-dire entre nous et nos coopératives, entre nous et Lactalis. Et le médiateur que j'avais croisé lors d'une réunion était en même temps référent, membre du Haut Conseil de la coopération agricole. Donc on lui demandait de régler des litiges entre des coopératives et nous, et lui, il était en même temps membre du HCCA. Alors j'avais dit à mon copain Denis, quand on est sorti de la réunion, je pense qu'il y a conflit d'intérêts. Donc dans le monde agricole, c'est beaucoup ça. Beaucoup ça. Donc en fait, ce que tu nous décris depuis 1945, c'est une pas à pas, une libéralisation du marché de l'agriculture, la création d'entreprises de plus en plus importantes qui deviennent multinationales, des oligopoles, qui contrôlent tout le marché au niveau et national et mondial. Et donc j'imagine qu'ils peuvent peser, puisqu'ils sont sur plusieurs marchés internationaux, ils peuvent peser sur des gouvernements qui voudraient éventuellement avoir une autre politique. Mais qu'est-ce qui finance toutes ces multinationales, puisque c'est bien de multinationales dont il s'agit? Alors, ces multinationales-là, bon, quand elles se sont créées, bon, à part Unigrain, le fonds des céréaliers ou les céréaliers, bon, c'est un syndicat puissant, le syndicat des céréaliers de la FNSEA, c'est des gens plutôt aisés, vous devez le savoir. Si vous voyez des gens avec des gros tracteurs, ça n'a rien à voir avec un éleveur. Il y a des disparités énormes. 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Dans les éleveurs, on arrive à 45% en dessous 400 € même. Et puis après, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a des grands écarts. Et comme avait dit Valéry Giscard d'Estaing, c'est très difficile de parler d'agriculture parce qu'il n'y a pas une agriculture, mais il y a des agricultures. Et souvent dans les médias, ils mélangent tout. Donc un céréalier n'a rien à voir avec un maraîcher, n'a rien à voir avec un producteur de lait. C'est presque si on faisait comme si on faisait un autre métier quelque part. Et donc ces multinationales-là, ça a été accompagné avec le bras de l'État, avec la Banque publique d'investissement, principalement le Crédit Agricole, parce que c'était le Crédit Agricole au départ, mais après, parce que le Crédit Agricole avait le monopole des financements agricoles. Ils ont perdu le monopole, je ne sais plus, autour des années 90. Maintenant, c'est ouvert au Crédit Mutuel et à la Banque Populaire. Mais il n'y a pas beaucoup plus d'intervenants dans le monde agricole. La BNP y est très peu. Mais au départ, il y avait le monopole du Crédit Agricole, ce qui était encore... Pour s'installer et pour bénéficier des prêts installation, qui étaient des prêts à taux réduit, fallait passer par le Crédit Agricole. Voilà. Mais autrement, c'est en lien avec la Banque publique d'investissement. Alors après, le problème de nos coopératives, c'est que la coopération agricole, c'est un super modèle qui fonctionne très bien, mais quand il reste petit, à taille humaine. Les agriculteurs sont très bien rémunérés, le Maroilles, le Comté, toutes ces petites coopératives. Mais à partir du moment où je vous ai parlé tout à l'heure d'InVivo, InVivo regroupe 200 coopératives déjà, vous voyez. Dans InVivo, il y a 200 coopératives. Et ces 200 coopératives-là, forcément, c'est un conglomérat, les financements sont croisés. En fait, c'est des oligopoles. C'est des oligopoles, ce qui fait que dans l'industrie agroalimentaire, les journalistes parisiens parlent toujours du méchant Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui certes est là pour faire son business. Alors, la grande distribution sur les produits agricoles prend de 18 à 22% de marge. L'industrie agroalimentaire, ça varie suivant les produits de 36 à 53% de marge. Je parle en marge brute. Donc vous voyez la proportion. Et l'industrie agroalimentaire, en fait, il y a 16 000, à peine 16 000 industries agroalimentaires et il y a 22 000 commerces, ce qu'on appelle le commerce de gros. Qui est la suite de toute la transformation. Parce que ça fait vivre énormément de monde, l'agriculture, autour de nous, à travers les abattoirs, les laiteries, tous les outils de transformation. Et parmi toutes ces entreprises-là, 1,4% de quelques oligopoles font 80% du chiffre d'affaires. Donc si vous voulez, c'est concentré dans quelques mains, mais les journalistes parisiens ne sont pas informés parce que c'est beaucoup de travail de recherche, c'est des holdings.
ils ont monté des holdings, ils ont gardé la coopérative de base. Quand vous vous pointez à l'Assemblée Générale, ils vont vous sortir les bilans. Bizarrement, il n'y a jamais de résultat. Hein. C'est à l'équilibre. Hein. C'est parce qu'après, ils ont créé des SAS, des holdings, qui ne restent pas forcément en France, qui sont beaucoup en Suisse ou en Luxembourg. Et donc, en fait, c'est le modèle des multinationales, pareil que dans l'industrie. Donc en fait, si on va du champ à l'assiette du consommateur, il y a donc l'agriculteur, oui. Le consommateur, juste avant il y a la distribution, y compris la grande distribution, qui se fait un peu de marge, mais tu dis que c'est pas le principal arnaqueur, si je peux me permettre, en affaires, mais c'est juste après l'agriculteur, c'est la transformation qui est aux mains de quelques grandes entreprises qui accumulent les profits, qui les sortent du pays, c'est ça? Voilà. Et alors le pompon de l'histoire qui nous aide pas du tout. Au départ, notre principal syndicat à qui j'appartenais, moi, mon père s'en est occupé, même la FNSEA, a fait beaucoup de progrès, a fait des bonnes choses. Hein. Il y a eu le statut du fermage pour protéger les agriculteurs, il y a eu des demandes de départ en pré-retraite, il y a eu des schémas. Ils ont fait du bon boulot au début, mais après, à partir des années 60, ils ont glissé dans le modèle libéral, ultra-libéral, et ils se sont mariés à l'agroalimentaire, et les présidents de coopératives sont les présidents de syndicats. Donc le verre est dans le fruit. Et en fait, on a glissé, quoi. Et alors, le souci, si vous voulez, c'est que nous, producteurs sur le terrain, on n'est pas maître de notre produit, alors mis à part les circuits courts, hein, ceux qui vendent au détail. Mais ça, je vous le dis tout de suite, on fait 73 milliards d'euros. Les circuits courts et les gens qui vendent au détail, c'est 3 milliards d'euros. Donc il faut ramener les choses à leur juste valeur. Ceci étant, il faut les développer. Hein. Moi, je suis pour... Mais ça marche. Ceux-là, moi, je connais des gens qui vendent des yaourts à la grande distribution, à Leclerc. Moi, j'ai un copain dans le Maine-et-Loire, il prélève 3 000 euros par mois. Hein. Mais il traite que 15 vaches. Et il fait des yaourts. Mais il a coupé l'intermédiaire du transformateur. Hein, alors, c'est plus facile si on fait du vin, parce que ce n'est pas une denrée périssable. Quand c'est des denrées périssables, si vous devez passer par un abattoir, déjà, l'abattoir, il va vous tenir, parce qu'il va prendre sa marge. Donc en fait, la problématique, c'est que nous, on n'a pas vraiment de levier entre les mains. Le seul levier qu'on a, c'est d'essayer de produire le moins cher possible, d'où cette théorie de Ricardo des coûts comparatifs qui nous compare au reste du monde, parce que ce qu'a ruiné les paysans, les éleveurs, hein, c'est pas ni les écologistes, ni les animalistes, c'est les traités de libre-échange, c'est le Commonwealth, hein, qui a ruiné les producteurs de moutons. Je dis bien ruiné les producteurs de moutons. Hein. Ben, c'est le Commonwealth. C'est le mouton néo-zélandais, parce que vous pensez bien qu'un producteur français de lait ou de mouton, il ne peut pas produire au même prix qu'un Indien ou un néo-zélandais. C'est absolument impossible. Rien que par le climat déjà. Rien que par le climat, ceux qui ont des climats favorables, comme la Nouvelle-Zélande, ils peuvent faire que de l'herbe toute l'année. Nous, s'il faut qu'on cultive, rien que pour semer du maïs, rien que le fait de mettre un tracteur dans un champ et d'acheter des semences de maïs et de semer du maïs, ça y est déjà, on a des charges plus élevées que lui. Donc, c'est un truc suicidaire. Alors, nous, on n'a que le levier de produire au moins cher possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a un appauvrissement généralisé. Les corps de ferme sont totalement délabrés. On n'a plus les moyens de renouveler nos corps de ferme. Ceux qui refont des sièges neufs, c'est que derrière, il y a le financement d'un bras de l'agroalimentaire ou de la coopérative qui est derrière. Donc, le gars, il est attaché à la coopérative. Hein. Et après... La différence, c'est que nous, derrière, notre acheteur, qui est notre industriel, privé ou coopérative, parce que là, ils se mettent d'accord, hein, que ça soit Lactalis ou les coopératives, ils mangent bien ensemble au restaurant pour acheter dans les fermes ce qu'il appelle, non pas des produits à haute valeur ajoutée agricoles, mais ce qu'il appelle du minerai, parce qu'ils nous traitent comme des esclaves. Donc eux, ils ont deux leviers. Premier levier, ils font la pression sur nous, producteurs, c'est pas très difficile, vous allez comprendre pourquoi. C'est eux qui ont le carnet de facture. On n'a pas de carnet de facture. On ne fait pas notre facture. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait sa facture. Quand vous livrez des poulets, des canards, du lait, hein, là par exemple ce que je livre en ce moment, je serai
le 15 du mois prochain le prix qu'ils vont décider de me donner. Et donc, c'est pas toi qui écris ta feuille de facture, c'est après avoir livré, ils te payent, éventuellement. Après avoir livré, ils me payent. Et les contrats, parce qu'on a des contrats de 5 ans, c'est des contrats léonins, c'est des contrats, pareil dans le hors-sol, c'est des contrats de volume sans prix. C'est des contrats de volume sans prix. Et celui qui veut protester, je vais vous en parler après, On n'est pas loin de la mafia, là. dehors. Celui qui proteste, j'ai des copains qui ont protesté, c'est dehors. Ils prennent pas la production. Non. Et là, le gars, il est ruiné parce qu'il ne peut plus rembourser ses emprunts. Donc l'industrie agroalimentaire, ils ont 2 leviers. Le premier, donc ils font pression sur nous, c'est pas difficile, parce qu'ils gèrent les vides sanitaires, ils gèrent les volumes, ils gèrent la facturation. Ensuite, il est vrai, ils font un bras de fer avec la grande distribution, qu'on appelle plus couramment les GMS, les grandes et moyennes surfaces. La grande distribution, ils ont également 2 leviers. Ils font pression sur l'agroalimentaire, évidemment, pour acheter le moins cher possible. Mais après, eux, ils passent les hausses. C'est vous qui passez à la caisse quand vous allez dans les magasins. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et là, j'ai vu dernièrement Monsieur De Crozaille, Frédéric De Crozaille, La République En Marche, député du Val-de-Marne, vient de faire passer une loi, là, pour obliger la grande distribution, c'est la FNSEA qui lui a demandé de faire ça, parce que c'est la FNSEA qui est ministre de l'Agriculture. Ils lui ont demandé de faire passer une loi pour encadrer la grande distribution. Donc, au bout de la période de la fin de la négociation, des 60 jours, il va y avoir une date couperet où le prix de l'industriel, je ne sais pas s'il va y arriver, hein, pourrait s'imposer. C'est-à-dire qu'il s'imposerait. Donc s'il s'impose, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire, c'est très simple. D'abord, vous allez payer, parce que si l'agroalimentaire repasse 20% de hausse, vous pensez bien que Michel-Édouard Leclerc ou le groupe U, j'étais en réunion d'ailleurs avec Serge Papin, je l'ai rencontré dans une ferme, le groupe U, ils vont pas, ces gens-là ne mangeront jamais d'argent. Ces gens-là, c'est des businessmen. Donc les hausses, c'est vous qui allez les payer. Mais, attendez, ce qui est plus grave, c'est qu'ils peuvent déréférencer les produits et les prendre ailleurs, les GMS. Les grandes surfaces ont quand même une force de frappe. Ils ne sont pas obligés de prendre les produits français avec la mondialisation, avec la libre. Parce qu'en fait, ce qui nous a détruit, c'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux sur la planète, sans aucune régulation, sans aucune intervention politique. Il faudrait mettre des panneaux de signalisation et des limitations de vitesse à la finance qui est en train totalement de nous étrangler. Donc cette loi, s'il arrive à la mettre en application, soit ils vont déréférencer les produits et ils vont les prendre chez nos partenaires de l'agroalimentaire coopérative, parce que le plus drôle, c'est que nos coopératives sont en Ukraine, sont en Russie, sont en Italie, sont en Espagne. Donc en fait, si vous voulez, on se fait tuer, mais par notre propre coopérative, qui a été investir dans le pays d'à côté. En fait, on se détruit entre nous, les paysans, par la multinationale. C'est ça le pire. Hein, mais moi, je pense que... Alors, ça ne fonctionnera pas, parce qu'en plus, si vous payez 20% de plus, je pense que vous avez bien compris une chose, il ne reviendra pas un centime à nous. Hein. Là, l'augmentation qu'ils veulent négocier, l'agroalimentaire, à chaque fois que les consommateurs, et là quand je suis venu en train, j'ai fait le test, les gens me disent ça a augmenté. Alors bon, je fais parler les gens pour voir combien ils payent les yaourts et tout, puisque moi je fais du lait. Nous on voit rien, absolument rien. Ça se détériore. Et pour cause, on n'a pas notre carnet de facture. Alors l'autre il est très très à l'aise, hein. Il nous donne que ce qui nous reste. Et le but du jeu, c'est de concentrer les paysans, de faire des fermes de plus en plus grosses. Alors ça, ils ont du plomb dans l'aile avec ça. Parce que les grosses exploitations, c'est pas ceux-là les plus rentables. Les gars qui ont 200-300 vaches, c'est plutôt ceux-là qui tombent les premiers. Avec l'augmentation du coût de l'énergie, comme ils ne peuvent pas faire pâturer les vaches laitières, ils n'ont pas d'autonomie. Et c'est pas ceux-là qui se portent le mieux financièrement. Mais ils sont soutenus derrière par la coopérative. Parce que la coopérative, elle a intérêt à avoir des grosses fermes
pour réduire le nombre de points de collecte. Quand Michel Rocard a fait les quotas laitiers en 1984, qui n'étaient pas tout mal, ça ne nous a pas sauvés, mais ça freinait notre hémorragie économique quand même, parce qu'il y avait une gestion de la production en Europe, je vous le rappelle, en Europe, en 84. Imaginez-vous, on était 396 000 fermes en France à produire du lait. Alors forcément, les fermes étaient plus petites, hein, on est d'accord. Hein. Mais là, le but du jeu, ils veulent qu'on descende à 10-15 000. Là, on va arriver à 35 000. Là. Mais ils veulent qu'on descende à 10-15 000. Hein. Et tous ces gains de productivité-là qu'on a fait, moi je vous expliquais quand j'avais 100 vaches laitières avec ma femme, bon, le week-end, je n'avais pas mon salarié, donc j'étais tout seul. Donc 100 vaches laitières, ça fait 100 vaches à traire le matin, 100 le soir, 200 vaches par jour. Bon, les épaules, nous, dans notre métier, je ne vous parle même pas de la retraite à 65 ans. Les gars, ils sont morts des épaules, ils sont morts du dos, ils sont morts mentalement. Donc c'est de l'esclavage moderne. On a fait des gains de productivité, mais tous ces gains de productivité-là ont été dans la poche de l'industriel qui rentre dans la cour chercher notre lait. Parce que l'outil, le tank qui refroidit notre lait, il appartient à l'industriel. On est pieds et mains liés. Et celui qui veut bouger, parce que je fais partie de ceux qui ont bougé, moi je suis rendu à un GIA, parce que j'ai plus personne pour me collecter, vous pensez bien. Avec les vidéos que je fais, j'ai une chaîne YouTube Philippe est dans le pré. Donc moi j'ai pris la porte. Donc je me suis raccroché à un petit GIA. On a quelques petits GIA, donc c'est des mouvements totalement indépendants, mais qui dépendent de l'agroalimentaire. Hein, parce qu'on est obligé de passer par ce maillon-là. Donc on ne vend pas notre lait plus cher que les autres, on le vend même moins cher. Parce qu'ils nous appuient sur la tête, parce qu'on est parti à ce mouvement indépendant. Ils ont la rage contre nous. Mais tous ceux qui veulent les contester, j'ai un copain à côté du Puy du Fou, à côté de chez Philippe Devilliers, qui faisait de la volaille, et il a contesté l'industriel, il a livré son dernier lot de poulets. Quand le dernier lot est parti, il les a dénoncés aux associations, L214 et tout, enfin il les a dénoncés totalement, il avait raison, des dénoncer des pratiques, de l'asservissement des paysans, de la concentration des poulets au mètre carré. C'est eux qui nous poussent à ça, pour des notions de rentabilité. À la porte, heureusement, il avait plus trop d'emprunts. Donc ils vont réussir à se tirer jusqu'au bout, mais autrement il était ruiné. Parce que comme c'est des oligopoles, quand vous êtes mis à la porte, personne ne va vous reprendre. Si vous faites des veaux, les élevages de veaux, il y a 2 Hollandais qui ont la main sur le marché mondial. 2 Hollandais. Donc, c'est eux qui décident des prix des veaux. Alors, les prix des veaux... Ils possèdent tous les veaux du monde entier. Mais parce qu'ils ont l'intégration, c'est eux qui mettent ce qu'on appelle les veaux en batterie, c'est eux les leaders, le groupe Vendry et le groupe Denkavit. Et le groupe Vendry, c'est le groupe Sobeval, ça s'appelle. Ils ont les abattoirs. Et celui qui a la force, c'est celui qui a l'outil de transformation, en fait. C'est celui qui a l'abattoir ou qui a la laiterie. Parce que vous êtes obligé de passer soit par un abattoir, soit par une laiterie. Vous ne pouvez pas abattre les bêtes chez vous dans les fermes. Hein. C'est interdit, ça. Hein. Alors, le temps passe. J'avais une question, parce qu'on nous dit que la guerre en Ukraine pèse sur les agriculteurs français. Dans quelle mesure? Est-ce que c'est vrai ou par exemple, sur le problème des pénuries d'huile ou des engrais? Non, la guerre en Ukraine, alors, quand on va à nos assemblées générales, bah forcément, comme c'est eux qui font la facture et qu'ils ne veulent surtout pas que les paysans s'instruisent, qu'ils restent à bosser dans les fermes sans réfléchir, ça les intéresse, qu'on bosse beaucoup sans réfléchir. Donc quand on va aux grandes AG, bah forcément, dans ces structures-là, où il y a plusieurs mille salariés, ils ont des directeurs de communication qui nous expliquent que c'est à cause de Vladimir Poutine. Alors que l'huile, le leader des huiles, c'est le groupe Avril. Et ces gens-là sont déjà implantés en Russie et ils n'ont pas déménagé, ni de l'Ukraine, ni de Russie. Bonduelle est en Russie. Lactalis est en Russie. Ils sont tous en Russie. Alors, ça va redistribuer les cartes, parce que comme nos dirigeants ne veulent plus qu'on travaille en direct avec la Russie, en fait, les produits agricoles, ils vont contourner. Ils vont les vendre à un autre pays, et cet autre pays va nous renvoyer la marchandise. Hein, voilà.
Et sur les engrais en particulier, parce que si on a constaté qu'il y a 7 usines de fabrication d'engrais qui sont arrêtées, alors même que l'achat d'engrais chez le producteur principal, qui est la Russie, a été stoppé. On court à une sorte de catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en soit là? Alors, ils ont fait peur à tout le monde avec ça en disant attention, à cause de M. Poutine, on court à la famine parce que les engrais, le groupe Yara, vous irez voir sur Internet, le groupe Yara, c'est le leader, c'est une grosse société norvégienne qui est en lien avec toutes les plateformes que je vous ai dit. Parce que dans les plateformes que je vous ai dit, vous retrouvez du financement KKR. KKR, c'est les barbares de Wall Street. C'est des financiers qui sont sur les places internationales. C'est Kronberg, Kravitz, Roberts. Et il y a même du BlackRock d'arriver dans nos sociétés. J'en ai retrouvé. Ils sont rentrés à 2-3% et tout. On est dans le même modèle que sur le reste de la société. Et en fait, sur les engrais, eh bien non, parce que ce qu'ils ont fait, Yara, c'est que eux, comme c'est des multinationales oligopoles, ils ferment, par moment, ils ferment des usines, ils jouent à la spéculation, comme sur le blé. Et ils ont produit 30% de moins d'engrais et ils ont fait plus de bénéfices. C'est eux qui tirent le... Ah, ils sont malins, donc ils profitent de la guerre pour augmenter leurs bénéfices. Bon, c'est un tableau assez désespérant des agriculteurs. Donc tu dis 285 000 exploitations, Oui, environ. quelques 390 000 exploitants, vivant dans des conditions difficiles, pour la plupart d'entre eux très endettés et ne gagnant pas, ayant très peu de revenus, des revenus accaparés par des multinationales, une concentration des surfaces agricoles, une réduction programmée, comme tu le dis, encore plus accélérée du monde agricole. Alors maintenant qu'on a ce tableau désespérant qui est surdéterminé par le libre-échange, parce que tu décris que tous les agriculteurs sont mis en concurrence, et on a par exemple, à travers les accords de partenariat économique, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, qui eux, leurs agriculteurs aussi sont écrasés par cet agro-business face auquel ils ne peuvent pas résister. Alors par rapport à tout ça, quelles seraient, selon toi, les solutions? Et on conclura là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment sortir de ce guêpier qui vous détruit en tant qu'agriculteur, qui fait que nous ne sommes même plus souverains sur le plan agricole en France? Comment est-ce qu'on redevient souverain et comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui travaillent la terre soient payés le juste prix et une vie digne? Alors, à cause de tous ces accords de libre-échange, à cause de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, on va atteindre, on est passé les 20%, on va se rapprocher des 25% de dépendance alimentaire, tout confondu, nous la France, alors qu'on était un grand pays agricole. J'ai oublié de vous dire que l'âge moyen des paysans, c'est 52 ans, c'est important. J'ai oublié de vous dire que l'endettement moyen, il y a les viticulteurs là-dedans qui gagnent bien leur vie, et il y a les céréaliers. L'endettement moyen, avec un âge moyen de 52 ans, il est de 250 000 euros par exploitation. Et l'endettement, il n'est pas qu'à la banque, il est à la coopérative. Parce que c'est la coopérative, à des billes, on est tenus, ils nous ont aidés. À un moment donné, ils balancent 60 000 euros d'aide à la trésorerie. Hein, mais c'est lui qui est en même temps l'acheteur et qui vend les produits, vous comprenez, hein? Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est des modèles type la charte de La Havane, qui a été abolie le 23 mars 1948, qui n'a pas été validée par le Sénat américain. La charte de La Havane, c'est des échanges réciproques, c'est la primauté du politique sur l'économique. C'est le modèle canadien qui fonctionne très bien. Hein, pourtant, on est dans une économie... Le Canada, à ma connaissance, n'est pas un pays communiste. Monsieur Trudeau, le père Trudeau, a aidé nous, producteurs, nous a aidés en tant que producteurs à sortir de cette spirale infernale. Ils ont un système où il y a une dose de protectionnisme, ils acceptent plus ou moins 5%, mais ils ont garanti, ils ont organisé la gestion de l'offre pour garantir un revenu aux producteurs de lait.
Et ce n'est pas les industriels qui ont la main, c'est les producteurs qui ont la main à travers une organisation de producteurs. C'est eux qui gèrent les volumes et c'est eux qui font leurs factures, justement. Il y a le modèle au Japon, où ils font un peu de protection. Il y a le modèle suisse au niveau agricole. Il y a également Israël, on en parle très peu, mais qui se protège. C'est une dose de... C'est pas fermer les frontières, attention. Hein. C'est une dose de protectionnisme et un modèle type charte de la Havane où on va reconnaître le prix des parts fermes pour avoir une souveraineté. Parce que le problème de ce jeu-là, c'est que, bon, d'abord, on fait souffrir des familles, c'est terrible, c'est des suicides, c'est des divorces, c'est de la souffrance au quotidien. Hein. Et en plus de ça, à part, bien sûr, les intermédiaires, alors, il y a aussi un excès du secteur tertiaire. Il y a beaucoup trop d'administratifs, beaucoup trop de contrôles, Ça, c'est le côté noir aussi, mais ce n'est pas vrai que pour l'agriculture. Mais notre principal problème, c'est notre valeur ajoutée via l'agroalimentaire. Et ayant poussé ce modèle-là, et il continue, parce qu'ils n'ont pas l'intention, Emmanuel Macron n'a pas, ni François Hollande, parce que là-dessus, gauche-droite, je vous le dis tout de suite, qu'on ait Sarkozy en face de nous, Hollande, avec qui j'étais en réunion. Alors Hollande m'a dit que mes propositions étaient bonnes, mais qu'elles étaient très compliquées et qu'il ne pouvait rien faire. Voilà. Parce qu'il avait des accords avec Mme Merkel. Alors je lui ai rappelé qu'en Allemagne, 5 millions de travailleurs allemands travaillent pour 500 € dans les abattoirs. Parce que les Allemands nous ont fait beaucoup de mal en Europe au niveau agricole. Ils nous ont pris des parts de marché en tirant vers le bas. Hein. Et l'étape suivante maintenant, c'est qu'ils veulent essayer... Oui, on a les ports de Bretagne qui partent en Bavière, qui sont équarris là-bas, voilà, avec des gens surexploités dans les usines, et ça repart en camion, donc on fait du... Voilà, c'est bien pour l'écologie aussi. Ça. Et là, ils sont en train de réfléchir avec des cercles de réflexion, des think tanks, avec les multinationales que je vous ai citées au départ. Ils sont en train de réfléchir, parce que eux, ça les intéresse qu'on continue à être esclaves, mais comme on est de moins en moins de paysans, ils sont en train d'imaginer un système où on accueillerait des immigrés, des gens pauvres, qu'on ferait travailler dans les exploitations en les payant avec un lance-pierre. Ils sont sur cette stratégie-là, aujourd'hui, je vous le dis. Et alors, ce qui est grave dans ce modèle-là, au-delà de nous, ce qu'on vit dans nos campagnes, c'est qu'à pousser ce modèle-là qui va dans le mur, ultralibéral, on est de plus en plus dépendant. Je vous dis, on va bientôt arriver. Alors, on est à plus de 50% sur les fruits et légumes. Le mouton, on n'en produit plus que 32%. Enfin, je pourrais vous faire la liste. Hein. Mais ce qui est très grave, c'est qu'on va perdre ce qu'appelait M. George Bush, père, lors des grandes négociations internationales à l'OMC. J'avais retenu ça avec mon père parce qu'on s'intéressait beaucoup déjà avec mon père à la politique. Et à l'époque, M. George Bush père avait envoyé un négociateur à l'OMC qui s'appelait Mickey Cantor. Et Mickey Cantor, il avait donné une mission, une seule mission. Je crois que nos chefs d'État feraient bien de s'en inspirer. Il lui avait donné une mission, il savait que les Européens étaient un peu divisés entre eux. Donc il avait dit, si tu peux, avant le débat, essaye de jeter des ballons pour qu'ils se divisent entre eux, ça peut nous arranger, ça c'est le premier point. Mais surtout, quand tu vas rentrer aux États-Unis, n'oublie jamais une chose, les États-Unis conserveront toujours l'arme alimentaire. Et nous, on est en train de perdre l'arme alimentaire. Bon, merci Philippe. Donc, si je comprends bien, là... Félicitations pour ton combat d'une vie, avoir tenu le coup à des gens très puissants qui ont essayé de t'écraser. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué avec tes camarades avec qui vous résistez à ces multinationales. Donc voilà, félicitations. Et puis, tu l'as rappelé, le politique doit reprendre le pas sur l'économique et œuvrer dans l'intérêt des citoyens. Donc il y a tout un programme à mettre en place sur l'agriculture. En fait, pour conclure, c'est que je pense que c'est dans la nature humaine, dans la mesure où on laisse se monter des oligopoles. Vous prenez en volaille, c'est le groupe LDC dans la Sarthe, hein, qui sont des amis de François Fillon. C'est les leaders européens. Donc avec la grippe aviaire, avec 50 millions de volailles qui ont été abattues, qui sont enterrées en Vendée à côté de chez moi, le groupe LDC a fait plus de bénéfices
encore que les années précédentes. Parce qu'il est implanté en Ukraine, il a des sites d'implantés partout. Et en fait, si nous, on ne fait pas la volaille, il exploite des paysans ailleurs. Et en fait, ce qu'a rendu possible ça, c'est quand même le politique. Parce qu'ils les ont laissés faire. Hein, sur la viande bovine, c'est Jean-Paul Bigard. Sur le lait, c'est Lactalis et Sodial. Il y a quelques acteurs majeurs qui se battent, certes, avec Édouard Leclerc, mais nous, là-dedans, on est vraiment rien du tout. Mais rien du tout. Allez, ne les laissons plus faire et passons au débat suivant. Merci à vous.